Salut Internet, nouvelle vidéo bonus pour répondre à la question de Grégory qui me demande pourquoi est-ce que dans certaines traditions il y a un certain nombre d'enseignements qui sont transmis via des paraboles, des métaphores, et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas simplement les choses de sorte à ce qu'elles soient compréhensibles et accessibles à tous. Alors, c'est une question qui est à la fois simple et complexe. En fait, c'est précisément pour qu'elles soient compréhensibles par tous et accessibles par tous qu'elles sont formulées sous forme de paraboles. La parabole parle à d'autres zones du cerveau que le langage carré et rationnel. La parabole peut parler aussi aux enfants, peut aussi parler à des individus peu, voire pas éduqués du tout. Là où dire simplement les choses, comme tu dis Grégory, c'est en fait dire les choses selon un certain modus operandi d'homme occidental, éduqué, cartésien. Et il faut bien comprendre que ce type de pensée, ce type de langage n'est qu'un type de pensée et de langage parmi d'autres. Et si l'Occident, qui s'est fondé sur ce langage, peut s'enorgueillir de ses réalisations technologiques, culturelles, etc., il faut bien comprendre que tout le monde n'a pas accès à ce langage et que l'Occident a souvent tendance à se surestimer à cet endroit. Be you, be proud of you because you can do what we want to do. En outre, s'exprimer sous forme de contes, de paraboles, comme le font aussi les soufis, c'est assez classique dans de nombreuses traditions spirituelles, cela permet de contourner les défenses de l'esprit cartésien. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes où je vous avais expliqué que la formation intellectuelle initiale de quelqu'un, notamment lorsque cela est fait dans ses jeunes années, lorsque le cerveau est encore extrêmement plastique, même s'il le sera encore pendant des années et en réalité tout du long de la vie, la formation initiale nous marque, elle façonne notre cerveau et elle nous oriente son fonctionnement dans une certaine direction, même si cela est éventuellement rattrapable ensuite. Difficile à voir. Toujours en mouvement est l'avenir. Notre formation initiale nous forge donc des habitudes cognitives qui vont constituer un frayage neuronal initial et comme nous sommes des feignasses, eh bien nous allons avoir tendance par la suite à réutiliser ce frayage neuronal initial. C'est pourquoi il est si important d'avoir une espèce d'éducation qui soit bien pensée et bien faite au début de son existence puisque cela va littéralement aiguiller le reste de la vie. C'est pourquoi il est si important d'avoir accès aussitôt que possible à une éducation de qualité. Je veux reprendre les études. Je veux m'accrocher. C'est une bonne idée. C'est bien. T'as raison. Et si vous voulez, ce fonctionnement cartésien rationnel de l'homme entraîne également une espèce d'hypertrophie du moi. On peut l'avoir à l'œuvre dans l'attitude de l'Occident vis-à-vis du reste du monde. Et cette hypertrophie du moi, elle va également entraîner des défenses psychiques. Et donc la transmission de l'information par contes, allégories, métaphores, etc. va permettre de contourner ce genre de défense de sorte à ce que les informations essentielles soient plantées dans le cerveau des écoutants comme autant de petites graines qui germeront ou maintenant ou plus tard selon l'écologie psychique du sujet. Et puis l'usage de paraboles et de propos ayant plusieurs niveaux de lecture est une très très bonne façon de se protéger de la violence des imbéciles. Puisque le cœur de l'enseignement, ou en tout cas au moins un de ses points clés et incontournables, reste le dévoilement de la logique girardienne du sacrifice et de toute la logique du bouc émissaire. Vous comprenez bien qu'il est logique qu'une part substantielle de la population et de l'audience, ceux que David Robert Dufour appelle les pervers puritains, qui est une espèce d'archétype psychologique qu'on pourrait rapprocher de la paranoïa, mais je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée qui traitera de ce sujet. Vous comprenez bien que ces individus, ainsi se retrouvant face à une ombre non sollicitée, vont logiquement répondre par de la violence. Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo qui traitait du quotient intellectuel, il y a un lien direct entre bêtise et usage de la violence. Et pourquoi ils font ça? Parce que hypnomachie, c'est penser le discours commun, c'est penser le récit collectif. Comme disait Lacan, l'établissement du discours commun, je dirais presque du discours public, est un facteur important dans la fonction propre du mécanisme de refoulement. Autrement dit, il semblerait que je dérange leur petite tranquillité psychique. Moi, j'ai force personne à cliquer sur mes vidéos pourtant. Le fait de prendre la parole avec des propos qui peuvent paraître moins que clairs au premier abord est aussi une façon de se protéger des réactions disproportionnées et violentes d'une certaine partie de la population.
Autrefois, on pouvait finir zigouillé pour de telles choses. Aujourd'hui encore, vous me direz, moins, mais c'est encore possible. C'est donc simplement une forme d'intelligence, d'adaptation au milieu, de sorte à essayer de pouvoir dire des choses un petit peu profondes, tout en respectant la subtilité des imbéciles. Prenons un exemple concret. Vous avez une histoire très très connue de Moula Nasreddin dans lequel Moula Nasreddin rentre du marché sur un âne rempli de provisions. Une kyrielle de gamins des rues lui tombe dessus, commence à rôder autour de son âne. Lui-même se dit « Ah, j'ai pas trop envie qu'il me pique des trucs ou qu'il m'ennuie. » Cette peur du désordre, quoi. Il y a une peur que les choses se mettent en mouvement et que la situation actuelle soit déstabilisée. Ainsi, ils se décident à détourner leur attention et ils leur parlent d'un monsieur qui donnerait des bonbons gratuitement, qui serait situé là-bas, très loin derrière la colline. Les enfants, crédules, y courent en hurlant, remplis d'un enthousiasme juvénile. Moula Nasreddin, soulagé, souffle, et puis se précipite derrière la colline en se disant « Et si c'était vrai ?» Au premier niveau, cette histoire est donc totalement absurde puisqu'il s'agit d'un mensonge qui est proféré puis de la personne qui se met à croire à son propre mensonge. Au deuxième niveau, c'est déjà un petit peu plus intéressant puisque cela permet de subcommuniquer à l'apprenant que les différents modèles que l'on a soi-même édictés comme étant vrais ou faux peuvent justement s'avérer être erronés et qu'une horloge arrêtée à raison 2 fois par jour et peut indiquer l'heure de façon tout à fait satisfaisante puisqu'il y a peut-être effectivement un monsieur qui distribue des bonbons derrière la colline, qu'est-ce qu'on en sait. Et au troisième niveau, c'est une invitation à une profonde humilité épistémique. Mais si on traduit ça dans un langage plus cartésien, on va juste dire il faut être humble épistémiquement. Mais ça, tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais qui le fait en pratique ? Je dirais même que la plupart des gens qui prônent sur Internet l'humilité épistémique ne démontrent pas dans les faits cette même humilité. C'est la différence en psychologie entre les comportements et les attitudes. Il y a des choses qui ne changent pas. Le cerveau humain d'Homo sapiens, il ne change pas. Non. Donc il a fabriqué des biais cognitifs qui sont les mêmes aujourd'hui. Or, il les a fabriqués à des époques où les connaissances étaient très peu nombreuses, les informations étaient peu nombreuses. Le principal risque étant, lorsque l'on parle un langage trop cartésien justement, trop rationnel, de figer les concepts et de leur enlever leur plasticité. Et donc à la fin, ça donne des gens qui vont obéir à des règles stupides, comme on peut trouver dans énormément de religions, qui sont des règles qui sont trop rigides pour être honnêtes, qui sont en fait simplement des stratégies pures. Et comme vous le savez, la nature ne fait quasiment que des stratégies mixtes. Donc suivre des règles basées sur des stratégies pures dans un monde basé sur des stratégies mixtes, c'est l'assurance de vivre selon une stratégie infra-optimale. Et c'est quand même dommage. C'est tellement incroyable que si c'est vrai, c'est très très grave. Cette façon donc de contourner l'esprit conscient permet de laisser germer l'enseignement d'une manière intelligente pour l'individu, d'une manière adaptée avec la vie, et favorise ainsi une certaine forme de ce qu'on appelle en psychologie l'autodétermination. Et ça, c'est un indicateur possible, un indice, si vous voulez, qui peut vous permettre d'affiner votre discernement de sorte à différencier une tradition spirituelle authentique d'une forme de secte déviante, si vous voulez. En la matière, l'obéissance servile est à peu près aussi délétère qu'une forme d'anomie dénuée de discernement. Et ça, c'est très très intéressant pour remettre de la fluidité dans des règles qui peuvent être présentées de manière un petit peu rigide, pour ne pas dire un peu concon. Et cette souplesse et cette intelligence dans la conception des règles peut nous amener à un niveau supérieur de compréhension. Très très souvent, les règles sont donc formulées de façon un petit peu trop stricte pour être honnête, sous forme là encore de stratégie pure, ce qui fait qu'elles ne vont pas être adaptées dans un certain nombre de cas. Si vous prenez les grandes règles du décalogue, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras point, tu ne tueras point, etc. Oh, hear me! All pay heed! The Lord Jehovah, has given unto you these 10 commandments for all to obey. Alors, ainsi, si un individu n'honore pas son père ou sa mère, par exemple, peut-être est-ce simplement qu'il nourrit vis-à-vis d'eux une espèce de grief ou de traumatisme non digéré. De même, si un individu en tue un autre, il est tout à fait possible que ce soit en état de légitime défense, par exemple, ou si une mère de famille vole un paquet de pâtes parce que ses enfants et elle-même sont en train de mourir de faim, il n'est pas absurde d'au moins être en capacité de pouvoir questionner la règle. C'est là où ces formulations sont des formulations simplistes, sont des formulations qui ont été faites pour les enfants,
et que si on a la capacité de réfléchir et de penser, en principe, on devrait pouvoir arriver au stade que décrit le Dalai Lama lorsqu'il dit « Apprenez les règles pour pouvoir les transgresser correctement ». Et l'on retrouve cette souplesse dans un évangile qu'on appelle l'évangile de Marie. Quoi? Mais oui, c'est Marie, c'est bien elle. Qui est un évangile apocryphe, qui est considéré comme n'étant pas canon par les grands pontes de l'Église catholique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi c'est considéré comme non canon, etc. et dans cette vidéo. Simplement, dans cet évangile, vous retrouvez une formulation que je trouve intéressante et que j'ai envie de partager avec vous ici, à savoir, tu peux honorer ton père et ta mère, tu peux ne pas commettre d'adultère, tu peux ne pas tuer ton prochain, tu peux ne pas voler ton prochain, etc., etc. Cette formulation des 10 commandements en termes de tu peux me semble extrêmement intéressante au regard de tout ce que je viens de vous dire. Tout le dilemme lorsque l'on éduque des enfants, c'est l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, entre la bienveillance et la fermeté. Entre le fait de subcommuniquer à l'enfant qu'il est accepté inconditionnellement pour ce qu'il est. La meilleure façon pour que je me sente réellement moi-même, c'est en me faisant appeler Fred. Ça, c'est parce que je suis non-binaire. Et Fred, ça sonne aussi bien pour un garçon que pour une fille. Et je préfère qu'on dise eux ou il au pluriel parce que quand on me parle et qu'on me dit il ou elle, je ne me reconnais pas du tout. Oh, je n'étais pas au courant. Pas étonnant que tu n'étais pas dans ton assiette. Comment voulais-tu réussir à mener convenablement le troupeau sans être toi-même? Je te demande pardon si je n'ai pas utilisé le bon prénom et les bons pronoms depuis tout à l'heure. Merci à toi de m'avoir ouvert ton cœur. Et la nécessité de lui faire rentrer dans sa caboche un certain nombre de normes sociales qui vont lui permettre de s'intégrer au sein de la société. Quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça lui sentir le cul. C'est important ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. Dans ce tu peux, par exemple, honorer ton père et ta mère ou ne pas tuer ton voisin, il y a plusieurs points soulevés. Il y a à la fois le fait de montrer à l'enfant, puisque on est là dans des commandements qui structurent l'ordre social, donc il y a à la fois le fait de montrer à l'enfant quels sont ses potentiels, de sorte à l'éveiller au fait qu'il développe ses capacités. C'est-à-dire tu as la capacité de ne pas être un simple meurtrier, tu as la capacité de ne pas te soumettre à la loi du talion, tu as la capacité de ne pas sombrer dans la logique sacrificielle, tu as la capacité d'éprouver une forme de gratitude pour tes parents, etc., etc. Formulé sous cet angle, il n'est plus question ici d'obliger qui que ce soit à quoi que ce soit. Il y a là un respect absolu de la dignité de la personne humaine. Cette formulation est profondément positive. Elle subcommunique une grande confiance dans l'enfant et dans la vie en général. Quand on lui dit « tu peux ne pas être qu'un meurtrier », tu peux ne pas être soumis à la loi du talion, tu peux ne pas te résumer à la logique sacrificielle, tu peux honorer et éprouver un sentiment de gratitude vis-à-vis de tes géniteurs, etc., etc. C'est simplement des possibilités qui lui sont ouvertes. On subcommunique également qu'il est aimé quoi qu'il fasse. C'est intéressant de formuler les commandements comme ça, parce que justement on continue de subcommuniquer un infini amour, de sorte que si à un moment donné l'individu n'est pas en capacité de respecter tel ou tel commandement, eh bien il est toujours aimé. Je me demande si l'amour ça sert vraiment à quelque chose, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sanctions, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences iniques à ces actes, bien évidemment. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Mais cela place l'individu dans une position où il a l'assurance d'être fondamentalement aimé, tout en lui laissant un boulevard ouvert vers le développement de son plein potentiel et de ses capacités, notamment en termes d'amour de soi, d'amour du prochain et d'amour de Dieu. L'on renonce alors à l'usage de la peur et de la manipulation et de la culpabilité, de tous ces leviers primitifs, disons, qui sont des leviers de contrôle pour entrer dans une relation vis-à-vis d'autrui basée sur la foi, l'amour et l'espérance. Et c'est en ce sens que je trouve la formulation de l'évangile de Marie absolument remarquable. Dans certains modèles psychologiques, je pense par exemple au fameux triangle de Karpman, on explique qu'il n'est pas forcément extraordinaire d'aider des gens qui n'ont pas fait de demande claire en ce sens. Mais très souvent, ce genre de règles sont introjectées par des gens d'intelligence moyenne, on va dire, comme des principes beaucoup trop rigides. Et l'autre jour, malheureusement, j'écoutais le témoignage d'un homme, père de famille de plus de 50 ans, et qui culpabilisait d'avoir aidé quelqu'un à un moment donné lorsqu'il s'agissait de soulever quelque chose de lourd. C'est disons, une compréhension extrêmement littérale et limitée des règles.
Alors c'est sûr qu'on peut essayer de chercher, de continuer de chercher l'approbation comme ça d'un papa extérieur en suivant bien une espèce de petit catéchisme un petit peu rigide, disant ça va, je suis une bonne personne. Mais pour moi, ça, il s'agit d'attitudes encore infantiles qui peuvent être tout à fait correctes à 16 ou 18 ans, mais qui, à 50 ans, lorsqu'on est en charge et en responsabilité de jeunes individus, me semble, disons, au bas mot, questionnable. Après, chacun fait de son mieux avec ses capacités, évidemment, j'ai pas de problème avec ça. Mais je pose la question de, pour nous autres qui voulons peut-être un petit peu mieux, et pour nous et pour les autres, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici à réfléchir? À mon avis, c'est profondément le cas. Si mes arguties péripatéticiennes t'ont ne serait-ce qu'apporté un petit quelque chose, fait phosphorer, que tu as eu de la joie à être avec nous pendant ces quelques minutes, eh bien, un petit pouce vers le haut est apprécié, évidemment. Je vous rappelle qu'on s'est donné comme objectif d'atteindre 10 000 followers pour les 10 ans de la chaîne, autour de Noël prochain. Donc si tu as envie de m'aider à ça, eh bien, n'hésite pas à partager cette vidéo ou d'autres. Hein. Ça, je te laisse seul juge de qu'est-ce que les gens vont aimer selon le public que tu vises, hein, fatalement. Et merci aux tipeurs d'être encore et toujours là. Moi, je te retrouverai avec la prochaine grosse vidéo. Salut Internet! Toile à vendre! Belle toile à vendre! Je peux l'examiner? Bien sûr, c'est une œuvre unique. Pas très ressemblant, dis-moi. Combien de temps as-tu travaillé dessus? 2 jours. 2 jours? Ça m'étonne pas. Superbe peinture à vendre! Œuvre magistrale, admirée. Oui, dis-moi, tu as peint ça en combien de temps? Oula, 1 semaine de travail au moins, mon bon monsieur. 1 semaine, c'est tout? Bon, pas pour moi, merci. Toile à vendre magistrale! Approchez, vous serez ravis! Mon ami, admire cette belle œuvre. Elle pourra certainement orner ton salon. Oui, peut-être. Et combien de temps as-tu travaillé dessus? 10 ans. 10 ans? Quel travail! C'est monumental! Oui, un jour pour la peindre et le reste pour la vendre.